Voilà, je commence la visite, tour de la découverte à l'enclos du port. On arrive devant. Problème pour la Compagnie des Indes. Mais on est toujours dans cette dynamique de se protéger, même parce qu'il y a des richesses qui se trouvent ici, et on a bien sûr notre chantier naval qui est très très important. Alors ce chantier naval, il est toujours au même endroit. Ça veut dire que quand on compare les plans de la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle et ceux actuels ou alors du XIXe, on peut constater qu'on construisait déjà quasiment au même endroit des bateaux. Alors aujourd'hui, c'est des bateaux militaires. J'ai une professeure universitaire il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Mais c'est top secret ce qu'on voit !» Bon, en réalité, quand les bateaux ils sont déjà dehors, globalement, tout ce qui est top secret se cache à l'intérieur, donc voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, vous avez quand même une vue imprenable sur les bateaux qui sont construits ici, c'est quand même assez impressionnant. Quand on est en mer et qu'on passe à côté, on se sent tout petit, donc c'est assez rigolo de prendre de la hauteur et de pouvoir les observer d'ici. Ici, vous avez donc Naval Group qui se trouve là. Sur l'hôtel Gabriel. C'est pareil, en fait, l'entreprise se distingue sur les deux rives. Ce que vous avez en face, c'est la base militaire des forces Fusco. Ce sont les commandos de marine. Lorient reste une ville militaire. Bien qu'on n'ait plus ici la marine vraiment qui soit présente depuis qu'elle est partie de l'hôtel Gabriel, on a toujours des militaires à Lorient. D'où le fait aussi que ce soit toujours un enjeu de protéger la ville. Donc il n'est pas rare, donc le bateau pour aller à Groix, notamment à cette saison, voilà, de nous faire prendre en otage par les commandos de marine. C'est normal, ils font des exercices, ne soyez pas surpris. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mon compagnon qui n'est pas du tout du secteur, j'étais en train de lui raconter cette anecdote-là. On était dans le bateau qui relie le Milik à Lorient et là, paf, on voit la prise d'otage en direct sur le bateau de bord. Voilà, on était encore dans la rade de Lorient. Donc c'est assez rigolo de voir que voilà, tout s'entremêle toujours encore et que Lorient garde en fait son identité et commerciale par son port de commerce et on a toujours une base militaire. Alors bien qu'on soit sur la rive de la Mystère, ici pour les forces Fusco, vous avez bien sûr l'Ambiway qui se trouve un peu plus dans les terres. De ce côté-ci, on peut bien observer la ville qui s'est étendue. Alors on voit assez distinctement justement cette rupture avec l'hôtel Gabriel. Ça fait comme une ligne toute droite en fait en direction de l'hôpital que l'on aperçoit sur la droite là-bas. Où on voit cet enclos du port, en fait, cette distinction entre vie militaire et puis la vie civile qui va se reconstruire de l'autre côté. Il faut imaginer que Lorient, jusqu'au début du XXe siècle, c'était une ville qui était considérée comme presque insalubre. Il y en a qui ont peut-être entendu l'idée que Lorient, enfin il y a une expression qui dit Lorient la jolie pour parler du 19e, 20e siècle à Lorient. En réalité, Lorient n'était pas très propre à cette période, d'où le fait qu'à la reconstruction, ça a été une aubaine en fait pour les architectes que la ville soit finalement bombardée à 90%, puisqu'on va tout déblayer, laisser debout quelques bâtiments qui ont subsisté. On a notamment la chambre de commerce, mais on a quelques beaux bâtiments aussi dans le centre-ville. On a le quartier de Merville, par exemple, qui a été très bien préservé avec des belles maisons des années 1920. Et on va recomposer en reconstruisant la ville. Alors à Lorient, on n'a pas beaucoup de grands immeubles très très hauts. Vous avez notamment la tour plein ciel qui se trouve juste devant vous. Vous avez la tour qui est ici. Et puis on a quelques immeubles qui se distinguent un petit peu plus vers le fond. Ça, c'est une vraie volonté des architectes à la reconstruction. Il faut imaginer que la plupart des bâtiments du centre-ville, si vous les couchez, ils arrivent au ras du bâtiment d'en face. Donc en fait, on ne cache jamais la lumière à son voisin d'en face, peu importe le moment de la journée. Il n'y a que la tour plein ciel qui, elle, est en plein soleil toute la journée. Ça doit être quand même très agréable à vivre. Et puis on distingue bien notre fameuse banane en arc de cercle, juste devant nous. Alors la banane, c'est un ensemble, hein. C'est pas juste ce bâtiment court, en réalité c'est un petit peu tout ce quartier qui inclut la taverne du Roi Morvan, qui va être restauré là, dans les années à venir, qui va se refaire un petit peu une couleur, on peut dire, voilà, qui va être restauré. À l'époque, dans les années 50, ça a servi un petit peu de témoin pour les architectes à la reconstruction. Lorsque les Lorientais ils vont vouloir revenir après la Seconde Guerre mondiale, il va falloir leur faire comprendre que Lorient, ça va mettre un petit peu de temps à être reconstruit. Les premiers plans de la reconstruction de la ville, c'est 1943. On n'a même pas fini la guerre. La première pierre de la reconstruction de Lorient, c'est mars 1949. Il s'est passé autant de temps puisque les Lorientais, ils avaient envie de retrouver exactement au même endroit tout ce qu'ils avaient. On dit même, certains disent même que la dernière pierre de la reconstruction de la ville, c'est le Grand Théâtre qui a été livré en 2003. C'est pour le dire. Si on parle de ce principe-là, la ville ne sera jamais finie. Donc il va falloir faire comprendre aux Lorientais qu'il va y avoir du
il faut attendre en fait pour pouvoir revenir dans la ville. 1949, il n'y a que les personnes qui sont utiles à la reconstruction qui reviennent. Et donc on va utiliser cette banane, le témoin, pour leur dire voilà, ça vaut le coup d'attendre parce que vous allez avoir des beaux appartements, vous allez avoir des salles de bain, vous allez avoir des toilettes dans votre appartement, vous allez avoir des chambres. Il faut imaginer qu'au début du XXe siècle, on faisait beaucoup d'enfants, on était très facilement entassés à 10 personnes dans une ou deux pièces. Donc ça va être révolutionnaire pour les Lorientais. D'ailleurs, il y a encore des architectes qui étudient l'Orient, puisque l'Orient a très bien été reconstruit. Donc c'est assez rigolo de voir comment ce patrimoine, avec cette tour de la découverte, cet hôtel Gabriel, va venir en fait s'intégrer finalement à la ville. Donc là, vous vous trouvez vraiment au cœur de la création de l'Orient, et là, vous avez le cœur de la reconstruction finalement. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou ça va ? Sur la reconstruction, j'imagine qu'il devait y avoir pas mal d'explosifs que non, explosés. Ça, je compliquer les choses. Alors, en réalité, il ne me semble pas, contrairement aux communes alentours, puisqu'on a utilisé beaucoup de bombes incendiaires sur la ville de Lorient. La qualité des bombes incendiaires, on va dire, c'est que dès qu'elles tombent, elles font brûler tout ce qu'il y a autour. Donc globalement, en fait, ça avait déjà pété. Et il y a tellement de choses qui ont été lâchées sur l'Orient que globalement, en fait, ce qui devait être détruit était détruit. Alors je dis pas qu'ils n'aient pas eu des problèmes au moment de la reconstruction. Par contre, ils ont utilisé les Allemands qui avaient été faits prisonniers dans la poche de l'Orient pour déblayer. Donc c'était finalement pas trop notre problème, mais plus celui des Allemands. Voilà. Bon, quand même, hein. Savoir, on a fait 26 000 Allemands prisonniers à la libération de la poche de l'Orient en mai 1945. Donc voilà, on les a pas tous gardés pour déblayer, hein, bien sûr, mais il y a quand même... Travailler dans les fermes, vous travaillez chez mes grands-parents à Longwy. Ah, il y en a d'accord. qui étaient là. Ah ouais, ils sont restés un an et demi. Ouais. Et il faut se dire aussi que c'était assez violent pour eux de se dire qu'ils allaient repartir en Allemagne, qu'ils étaient ceux qui avaient perdu. Enfin voilà, il y avait aussi toute une histoire à recomposer, donc ces gens-là, on les a pas forcément renvoyés chez eux directement, on les a aussi gardés donc, pour reconstruire aussi cette ville de Lorient. Au niveau de la tour de la découverte, vous avez peut-être vu qu'il y a un élément un peu étrange au milieu de nous. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Une horloge. C'est une horloge. Alors pourquoi une horloge en haut d'une tour qui sert à observer ? Pourquoi elle peut servir ? Mais c'est bien parce que je vous aurais appris des choses. Et ben il faut imaginer que cette horloge, elle ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne avec une grosse boule noire qui se trouve juste en haut du petit bar que l'on a ici. Alors cette boule noire, vous la reverrez quand on sera en bas, vous l'observerez. Cette boule noire, elle est assez grosse quand même, et en fait c'est un signal horaire qui a été mis en place à la fin du 19e siècle, donc du temps de la Marine nationale, un signal horaire qui était obligatoire dans tous les grands ports français. Alors nous, on a choisi ce qu'on appelle le système de la time ball. C'est un système anglais. Pour une fois, on a pillé un truc aux Anglais, on était contents. C'était pas valable dans tous les ports, hein. On pouvait utiliser des signaux lumineux ou des signaux sonores. Bref, l'utilité de cette chose-là, c'est de donner l'heure de la ville de Lorient. Pas l'heure de Paris, l'heure de la ville de Lorient par rapport aux étoiles et au soleil. On a besoin d'avoir son heure de départ, de la ville de départ, pour pouvoir se positionner sur une carte, pour avoir notamment sa longitude et avoir sa latitude. Ça va nous permettre par croisement de savoir exactement où on se trouve en mer. Donc un temps universel mais parisien. Alors un temps universel mais lié à la ville de notre départ. Ça veut dire que les bateaux qui partaient de Lorient, ils avaient leur montre réglée à l'heure de la ville de Lorient. Ah. On a à peu près 1h15 de décalage par rapport à la ville de Paris. Oui. Oui, ils sont en point zéro. Ouais. C'est ça. Donc nous, en fait, on peut observer cette boule monter et descendre à 13h15 tous les jours. À 13h15, heure de Paris, quand elle monte et elle descend, il est midi à l'heure de Lorient. Alors ça va permettre en fait aux capitaines de bateaux qui se trouvaient dans le port de Lorient. Alors le port de Lorient, initialement, il se trouve bien en centre-ville. On peut imaginer même qu'il était beaucoup plus profond que ce que l'on voit actuellement. Il faut imaginer qu'on n'avait pas le palais des congrès au milieu et que le port il continuait quasiment jusqu'à l'hôtel de ville actuel. Il était très profond. Il a été comblé en partie pour faire le parc Jules Ferry après la Seconde Guerre mondiale avec une infime partie des gravats. Des immeubles qui s'étaient effondrés, on a bouché une partie du port. Mais en tout cas, les bateaux, quand ils voulaient partir, et ben en fait, ils étaient juste là, au pied de la tour finalement. Il suffisait à la fin du 19e siècle donc de lever son nez vers la tour de la découverte pour pouvoir avoir l'heure. À 13h15, hop, elle monte, elle descend, on savait qu'il était midi, on réglait son chronomètre de mer et on pouvait partir, on savait quelle heure il était alors. Alors, fallait être là quand la boule était en haut. Il fallait être là quand la boule était en haut. En fait, elle va monter, c'est très lent et ça s'entend pas en fait quand on est à l'extérieur. Ici, quand on est en visite et qu'elle se met à tourner l'horloge,
de temps en temps, ça vibre même un peu. Mais quand on est à l'extérieur, si on lève pas le nez, on ne sait pas qu'il y a une boule qui monte et qui descend. Elle va monter et descendre assez lentement en fait, 2 fois, globalement sur 1 minute, ce qui permet de régler sa montre et de savoir qu'on part. Avant, Il n'y a pas de signal sonore. Non, il n'y a pas de signal sonore, rien du tout. Mais on le savait en fait à l'époque. À la fin du 19e, quand on a installé ce système, c'était même révolutionnaire, puisque ça évitait aux capitaines d'aller chercher leur chronomètre de mer dans les petits moulins qui se trouvent au pied de la tour de la découverte. Vous avez peut-être vu qu'il y avait ça par terre. Alors ces moulins, ils datent de la Compagnie des Indes. En réalité, ils ont été reconstruits au début du 19e siècle. Ces moulins, ils avaient été construits par la Compagnie des Indes pour moudre de la farine, tout simplement pour faire les gâteaux de mer, ces gâteaux secs pas terribles, qu'on emmenait sur les bateaux, parce qu'on ne pouvait pas emmener de la nourriture fraîche, en fait. Et donc, on emmenait ces gâteaux-là. Ça évitait de payer, en fait, des taxes, enfin, de payer tout simplement le prix pour moudre la farine aux meuniers qui se trouvaient un petit peu plus dans les terres de l'Orient. Ces moulins, ils vont être récupérés par la marine. On ne sait pas trop quoi en faire à la fin du XVIIIe siècle. On va même les utiliser pour moudre de la poudre du temps de Napoléon. Bon, finalement, ils sont assez vétustes, on les reconstruit et on va y installer un gardien, le gardien de la tour de la découverte, qui sera en charge au XIXe siècle d'observer les étoiles dans un télescope pour régler tous les chronomètres de mer des marins qui sont prêts à partir dans le port. Donc quand on était capitaine, on devait monter jusqu'au moulin, récupérer son chronomètre, repartir dans son bateau. Donc à la fin du 19e siècle, quand on commence à mettre en place des systèmes comme la time ball dans les ports, c'est révolutionnaire pour les capitaines qui n'ont plus qu'à vérifier que leur chronomètre est bien à l'heure avant de partir. On regarde la time ball, hop, et puis c'est bon, on peut s'en aller tranquille du port de l'Orient. Cette horloge, on va en perdre un petit peu la trace, l'histoire et le fonctionnement au début du XXe siècle, tout simplement puisqu'il y a une petite révolution qui va arriver, la radio. Et grâce à la radio, plus besoin d'avoir des systèmes comme ceci en fait dans les ports, puisqu'il suffit d'allumer la radio pour savoir quelle heure il est. Ça c'est grâce aussi à la tour Eiffel qu'on a laissé. Oh, t'as un bel avion toi dis donc. C'est grâce à la tour Eiffel aussi qui va permettre justement d'émettre ces signaux radio. Donc on va perdre l'utilité. Dans les années 1920, globalement, on n'utilise plus ce système. Si bien que dans les années 1990, quand on va commencer à réfléchir à restaurer la tour de la découverte, notamment cette coupole qui avait été installée à la fin du 19e siècle, sur les photos, on se dit que c'est une tache noire, c'est la time ball, comme si la photo avait été un petit peu abîmée par le temps. En réalité, c'est bien un système horaire. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir voir probablement la seule time ball d'Europe encore en fonctionnement. Ça, on en est très très fiers. Ça a coûté beaucoup de sous, mais en tout cas, on est content de pouvoir aussi montrer en fait une obligation qui avait été mise en place à l'échelle nationale, des systèmes visuels qui permettaient aux marins d'avoir quelque chose de très très important pour eux pour pouvoir se repérer à la recherche. Alors comme je vous le disais en bas de la cour, la coupole elle a été en place de venir, c'est fait avec les coupons, mais voilà. Et donc voilà, ça fait partie en fait de toutes ces technologies autour de la voile qui font que les orientations assez fiables aujourd'hui. Bon, comme j'ai le vertige, je vais pas bien loin. On voit les bateaux des frégates en fabrication de Naval Group. Alors en fait, ça serait imaginé que c'est le haut de la voile est un peu en filant, et après c'est des rayures, donc en fait ça vient se plier les uns sur les autres. Voilà. Et au loin, Quiberon et Belle-Île. On appelle ça la maison d'agglomération. C'est la maison d'agglomération OSB, qui a été construite il y a une dizaine d'années à l'emplacement des anciens Voilà Belle-Île. bâtiments de la Compagnie des Indes. Qui ont totalement disparu. Les Groix. Non, Quiberon. On avait un espace totalement d'utilisation pendant des années. On a décidé de construire cette maison d'agglomération. Pardon. Très particulière. Alors moi, à l'époque, je trouvais ça ignoble, mais aujourd'hui, ça passe un peu mieux, ça s'est un peu passé avec le temps. Les architectes à l'époque ont construit la maison de l'agglomération comme un lien avec l'eau. Péristyle, maison agglomération. Je vais vous laisser passer. Non, non, j'ai le vertige. Surtout parce que mais en fait, chaque fenêtre a une même différence, ce qui fait que peu importe le moment de la journée, c'est un peu les couleurs de la mer. C'est le lien aujourd'hui est très On voit pas Hennebon, mais on voit le talouette d'Hennebon. Ça, c'est le talouette à Hennebon, les arbres, la colline d'Hennebon là-bas. Qui est très chouette au pied de la maison de l'agglomération, ce qui fait que le
soir, il y a des petites guirlandes lumineuses, à marée haute, voilà, c'est très sympathique de venir en fait se balader ici. Il y a de la vie. Et puis il y a les logements qui ont été. Et on voit le. C'est le K0 ça. Avec en bas des espaces commerciaux. Le premier bunker de sous-marin de l'Orient, c'est lui. Développés. C'est censé ramener de la vie aussi dans un espace. Avant le K1, K2, K3, K4. C'est celui-là le K0.